Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de C'est pas laitier, spécial allaitement maternel et allaitement artificiel. Venez avec moi. Nos deux reporters de choc, Sabine coucou, et Laura coucou, vont partir à la rencontre de professionnels des mamans. Moi je vais partir à la maternité des Cigognes pour qu'on me dise tout de l'allaitement maternel. Quant à moi, je vais aller à la maternité des Hippocampes. Allez, suivez-nous. Le temps que mes deux acolytes arrivent à bonne destination, je vais répondre à quelques questions des mamans. Quand vais-je pouvoir nourrir mon bébé pour la première fois? Qu'il s'agisse d'un biberon ou du sein, c'est exactement la même chose. Le plus souvent, le nouveau-né, après l'accouchement, environ 30 minutes après, a une tétée de bienvenue ou un biberon de bienvenue. Sinon, s'il n'a pas envie de cela, il pourra boire plus tard, environ 12 heures après. Et évidemment, vous serez accompagné par des sages-femmes ou des aides-soignantes pour ces premiers gestes. Quels sont les signes de faim? Donc les signes de faim, on retrouve un gémissement, on retrouve le bébé qui bouge la tête de droite à gauche, qui cherche avec sa bouche, qui tète un petit peu dans le vide, il sort sa langue ou alors il rapproche sa main pour essayer de téter quelque chose. Depuis la nuit des temps, l'allaitement est à la base même du développement du petit de l'homme. En effet, l'allaitement connaît ses fondements des milliers d'années plus tôt. Mais ce n'est que plus tard que l'on mettra en évidence les avantages de l'allaitement dit maternel. C'est à travers le recours aux nourrices que se fera notamment cette diffusion. Un nouveau mode d'allaitement apparaît dès le XIXe siècle avec l'utilisation du lait de vache plus ou moins modifié. On appelle cela l'allaitement artificiel. Malgré cette nouveauté de l'époque, la promotion en faveur de l'allaitement maternel n'a cessé de se développer, mettant en avant tous les bienfaits de cet or blanc biologique et naturel. Hé, Manon, ta maman elle t'a allaité? Bah non, elle t'a eu à l'hiver. Concernant l'allaitement maternel, je vais vous expliquer la composition des seins. Le lieu de la production du lait. Alors, on voit ici le mamelon qui est entouré par l'aréole. Et ensuite, à la partie interne du sein, on retrouve les lobes, les lobules, et les acinus, aussi appelés alvéoles, c'est le lieu de production du lait. Donc le lait est sécrété par les cellules et ensuite au niveau des alvéoles et il passe dans les canaux lactifères et les canaux galactophores pour ressortir au niveau du mamelon. Mais quelles sont les deux hormones qui permettent la production du lait? On retrouve la prolactine et l'ocytocine. La prolactine permet la sécrétion du lait dans les acinus qu'on a vu tout à l'heure, alors que l'ocytocine c'est l'hormone qui permet la contraction des muscles du sein pour éjecter le lait. Donc l'ocytocine est dite aussi l'hormone du bien-être, c'est grâce à elle que les mamans se sentent bien après une tétée. A contrario, au début de l'allaitement, les mamans peuvent avoir mal au ventre car l'ocytocine c'est également l'hormone qui permet les contractions lors de l'accouchement. Sinon, pour la prolactine, elle est inhibée lors de la grossesse par la progestérone. C'est pour cela qu'on n'a pas de production de lait pendant la grossesse. Ensuite, après, le taux de progestérone diminue, ça permettra la montée de lait. Le stress inhibe également la prolactine et il y a aussi également la capacité de stockage des acinus qui inhibe la prolactine. Pour solliciter la prolactine, on a également la stimulation du mamelon et de l'aréole. Et cette stimulation du mamelon et de l'aréole stimule également l'ocytocine.
L'ocytocine est également stimulée par des stimulations mécaniques comme la vue du bébé, la pensée, l'odeur, toucher et l'ouïe. Mais l'ocytocine est également inhibée par le stress. Donc, comme conclusion, on peut se dire que la prolactine et l'ocytocine sont stimulées par le bébé quand il tète, sa vue, la pensée, alors qu'ils sont tous les deux inhibés par le stress. Donc quelques petites remarques supplémentaires, c'est l'appétit du bébé qui détermine le volume du sein de la maman et le bébé ne consomme pas tout le lait disponible dans le sein. En effet, il ne prend que les 2/3. C'est la lactation qui est régulée par le principe de l'offre et de la demande. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de lait, ni pas assez. Mais Manon, de quoi est composé le lait? Très bonne question Sabine. En effet, la composition du lait se modifie en fonction du temps. Au début de l'allaitement, on retrouve le colostrum qui est plutôt un apport immunitaire. Et vers J3, on retrouve la montée de lait qui donne une production de lait où il y a plutôt les protéines, la graisse, tous les composants nécessaires pour le bébé. Et lors d'une même tétée, le lait est aussi différent. En effet, l'apport de graisse au fur et à mesure de l'extraction du lait augmente. Et également, au final, on retrouve un apport immunitaire supplémentaire par rapport à l'allaitement artificiel. Et maintenant, nous allons retrouver sur le terrain ma coéquipière Sabine. Oui Manon, je suis actuellement en direction de la maternité des Cigognes. Nous allons rencontrer Marine, une sage-femme. Venez avec moi. Bonjour Marine. Ah, bonjour. Je suis Sabine de l'émission C'est pas laitier. Aujourd'hui, nous faisons une émission sur l'allaitement. Nous voulons tout savoir de l'allaitement maternel. Enchantée, je suis Marine, sage-femme du service de suite de couche. Donc je vais vous montrer à travers toute une journée l'accompagnement à l'allaitement avec une maman qui se pose beaucoup de questions. Je pense que ça va vous aider à comprendre. Vous avez des questions avant qu'on rentre dans sa chambre? Une première, comment est-ce qu'on peut se préparer à allaiter? Pour se préparer, le mieux, c'est ce qui est proposé dans beaucoup de maternités maintenant. C'est vraiment des conseils de préparation à l'allaitement. On a des réunions qui sont faites pour ça. Donc ça permet d'adopter des bonnes pratiques dès le départ. Donc pour avoir une bonne tétée, une bonne pratique et aussi avoir un rythme efficace pour tout ce qui est la durée, la fréquence des tétées. Voilà. Donc je vous laisse me suivre et puis on va aller dans la chambre. Bon alors je vous propose d'aller voir Madame Pran qui vient d'accoucher hier et du coup on est à J1 et on va aller la voir et puis je pense qu'elle a beaucoup de questions à nous réserver donc C'est un premier bébé? Oui, c'est un premier bébé pour elle, bon, donc d'autant plus de questions. Allez, suivez-moi. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis Marine, la sage-femme qui va s'occuper de vous. Je suis accompagnée, comme je vous l'avais demandé au préalable, de Sabine, donc, de l'émission C'est pas laitier. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va? Très bien. Comment Alors, s'appelle votre bouche? Lila. Lila, c'est un joli prénom, Met. alors, que je la regarde un petit peu. Elle dort paisiblement. Hein? Oui. Bon, alors, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'allaitement? Oui, c'est ça? ma belle-mère m'a dit que ça faisait mal et ça me fait vraiment peur. Ah, ça c'est la question que tout le monde se pose et c'est légitime. Bon, après, faut le savoir que cette croyance de la douleur à l'allaitement, c'est vraiment dû à la mauvaise pratique de l'allaitement. Donc si vous vous préparez bien, c'est-à-dire si vous adoptez les conseils qu'on va vous donner pendant tout le séjour à la maternité, ça va très bien se passer. Donc ce que je peux vous conseiller déjà de prime abord, c'est
tout d'abord d'adopter une bonne position, c'est-à-dire que le bébé il prenne vraiment l'aréole plus le mamelon. Donc c'est vraiment l'aréole, c'est le petit pourtour autour du mamelon. Et du coup, bouche grande ouverte, vraiment, et lèvres éversées. Donc ça va permettre d'avoir vraiment un joint imperméable autour de la bouche du bébé et vraiment de voir qu'il tète bien. Donc après, cette pratique-là, c'est vraiment pour éviter les crevasses. C'est ça qui va me faire mal en fait. Les crevasses, c'est vraiment la bête noire en termes d'allaitement, mais s'il est bien pratiqué, pas de souci. Et combien de fois par jour faut-il allaiter? Et durant combien de temps? Alors ça, c'est toujours pareil pour qu'un allaitement soit efficace et soit pérenne. Donc il faut vraiment pratiquer l'allaitement. On conseille de 8 à 10 tétés pour 24 heures, donc dans les premiers mois. Et après, on va espacer à 6 à 8 tétés. Mais il faut savoir que on garde toujours 2 tétées de nuit donc, qui sont vraiment les plus importantes. Et après, au niveau de la durée de la tétée, on va conseiller de 10 à 45 minutes. Donc, après, la plupart du temps, ça dure 15 minutes. Il faut savoir que les tétées doivent être espacées d'un certain temps. Surtout, on va faire attention les 24 premières heures où on va laisser la première tétée au maximum pendant 12 heures. On ne va pas s'inquiéter au bout de 12 heures. Par contre, il faut savoir que les jours suivants, on ne laissera pas 12 heures maximum, mais on laissera 3 à 5 heures maximum. Donc ça, c'est suivant les données recueillies auprès du bébé, etc. Mais vous venez de nous dire qu'une tétée doit durer entre 10 et 45 minutes. Est-ce qu'après 45 minutes, on interrompt complètement la tétée? Alors ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Bon, après, nous, on conseille de ne pas arrêter une tétée, de ne pas l'interrompre. Aucune des règles ne fixe une durée type. C'est important par contre de détecter les causes de tétées inutilement prolongées qui pourraient être à l'origine de crevasses douloureuses, comme je vous l'ai expliqué avant, madame, et du coup qui conduirait à un mauvais allaitement. Donc on conseille tout de même de mettre bébé 15 minutes sur chaque sein. C'est admis comme ceci. Et l'important, c'est de pas laisser un bébé au sein qui s'il n'a plus faim, c'est contre nature et ça va faire plus mal qu'autre chose. D'accord. Et j'ai une deuxième question à propos de votre précédente intervention. Vous avez dit qu'entre les tétées, il devait y avoir 5 heures. Est-ce qu'après ces 5 heures-là, si le bébé dort, on le réveille? Alors, c'est inutile de réveiller le bébé. Après, il faut savoir que vraiment l'allaitement, c'est s'adapter au rythme du bébé. Donc c'est lui qui coordonne tout et nous on suit. Donc c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Mais 8 tétées par jour, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que je vais avoir assez de lait? Oui, vous inquiétez pas. Ça c'est aussi le questionnement de beaucoup de mères. Mais il faut savoir que chaque bébé a son rythme et votre organisme il va s'adapter à tout ça. Donc après, si c'est pas le cas, il y a plusieurs moyens de stimuler le sein. Donc à travers la stimulation manuelle, donc un massage aréolaire que je vais vous montrer prochainement. Et puis il y a aussi le fameux tire-lait, qui va vous permettre d'avoir une stimulation du sein assez régulièrement. Après, pour savoir si votre inquiétude c'est que le bébé tète bien ou pas,
Donc il y a bien sûr la courbe de prise de poids, donc pour bien contrôler tout ça. Et est-ce que mon lait sera suffisant pour le bébé? Alors, ne vous inquiétez pas pour ça, le lait maternel c'est vraiment l'aliment du bébé, donc c'est vraiment adapté au bébé. Donc il contient tous les éléments nécessaires pour lui, donc ça doit être complété tout de même par des vitamines, je ne vous le cache pas, qu'on donne assez régulièrement, donc la vitamine D que l'on donne tous les jours et la vitamine K qu'on donne partiellement. Donc le lait maternel il est composé d'une partie qui est le lactosérum, donc qui est vraiment composé de multiples substances telles que les sels minéraux, le fer, l'eau, les facteurs de croissance, donc qui participent au bon développement du fœtus. Donc avant tout, il y aura les vitamines, donc qui sont essentielles au bon développement du bébé. Donc après, les autres substances qu'on va retrouver c'est les anticorps, donc, qui vont protéger le bébé lors des premiers mois. Donc, ce sont nos anticorps qui passeront directement chez le nouveau-né. Et donc, on va avoir également au niveau de la ressource d'énergie les glucides et les protides, donc, qui vont permettre le stock énergétique du bébé. Et par exemple pour les glucides, on va avoir des lactoses et les oligosaccharides, donc qui vont permettre de développer une flore intestinale adaptée pour une bonne digestion du bébé. Vous avez compris parce oui. que c'est assez complexe et... C'est bon, c'était très clair. Ouais, je vais vous montrer le massage aréolaire du coup. Alors du coup pour le massage aréolaire, donc je vous explique, on va mettre la main comme ceci, donc autour de l'aréole, et on va délicatement écarter un peu les doigts en effectuant une pression, et après on va remonter en relâchant. Donc toujours ça, 4 à 5 fois par sein, donc on fait comme ceci, donc 4 à 5 fois par sein, donc un sein gauche, un sein droit, et après c'est toutes les heures, enfin le plus souvent que vous puissiez le faire, et comme ça va stimuler manuellement donc le sein, donc, comme ceci, vous voyez. Et mon bébé doit-il prendre les deux seins à chaque tétée? Alors désormais on conseille de donner un seul sein pour une tétée et d'alterner. Après, en cas d'insuffisance de production ou alors d'autres petits problèmes au niveau de l'allaitement, on va pouvoir cependant conseiller de donner les deux seins. Donc c'est vraiment dépendant de l'allaitement, de la pratique. Et quand va avoir lieu la montée de lait? Alors la montée de lait, ça a lieu généralement à J3. Bon après ça peut avoir... il peut y avoir un peu de retard, mais en général, c'est à J3, donc 3 jours après l'accouchement. Vous savez un peu ce que c'est la montée de lait ou... Mes copines m'en ont parlé, mais vaguement. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pour que vous compreniez un peu plus le mécanisme. Donc la montée de lait, c'est le passage du colostrum, donc, qui est le premier lait, donc, qui est bourré d'anticorps. Et on va avoir un passage de ce premier lait au vrai lait. Et du coup, ça engendre des sensations un peu désagréables, je ne vais pas vous le cacher. Donc vos seins vont gonfler, vont être tendus. Ils deviennent lourds, chauds, et ça peut être perçu vraiment désagréablement par les mères. Après, c'est dépendant de la personne, parce qu'il va y avoir des mamans qui vont très bien supporter la montée de lait. Et il ne faut pas oublier que nous, on est là pour ça, et on est là pour vous accompagner pendant la montée de lait, et on a de multiples moyens pour vous soulager.
Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Après, il faut aussi vous dire que c'est que transitoire et donc que c'est une mauvaise passe à passer. Voilà. Et au moment de l'accouchement, on m'a montré la position allongée, mais du coup, je n'utilise que celle-là et j'aimerais en connaître d'autres. Ah oui, la position allongée, c'est vraiment celle qu'on donne après l'accouchement. Donc c'est pour que la maman ne se mobilise pas trop et qu'elle ne soit pas gênée. Mais il y en a beaucoup d'autres et du coup je vais vous montrer tout ça. Ça permettra d'avoir un meilleur allaitement et éviter du coup les crevasses en alternant les positions. Je vous apporte ça. Alors on va prendre bébé, oui. Merci. Alors, il va toujours aussi bien. Oui. Il est bien sage, hein? Ouais. Alors, on va positionner le bébé ventre contre votre ventre, la bouche vers votre mamelon. Comment elle s'appelle cette position? La berceuse. D'accord. C'est la plus communément admise en fait. C'est celle que beaucoup de femmes utilisent régulièrement. Mais après, faut changer un petit peu et puis voir suivant votre goût. Il y en a vraiment beaucoup de sortes. Donc là, je vous montre les plus communes. Et puis, alors, vous êtes bien installée là? Oui, je suis bien installée. Oui, merci. Donc voilà. Alors sinon, je peux vous montrer une autre position si Oui, vous bien sûr. voulez. Alors, il y a la position ballon de rugby. Alors, on va prendre bébé. Hop. On va le mettre ici. Donc la tête vers le sein. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes bien calé là? Donc voilà, les deux positions que je peux vous conseiller pour l'instant. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais... Et comment je peux voir si mon bébé t'aide bien? Alors, il y a plusieurs critères pour cela. Donc, par exemple, là, on va voir si le bébé a la bouche grande ouverte. Donc, il faut vraiment qu'il happe à la fois le mamelon et une partie de l'aréole. Après, il faut que ça soit que les lèvres soient éversées, donc pour former un joint étanche. On va également avoir le menton collé au sein, donc ici. On va aussi remarquer une bonne tétée au mouvement qu'il effectue au niveau de sa mâchoire. Donc ça va former un mouvement jusqu'aux oreilles. Après, on peut aussi entendre une bonne tétée au bruit. Donc, il ne faut pas entendre un bruit tel que... Mais par contre, vraiment un bruit de déglutition. Donc, vraiment, vous allez reconnaître ça au fil des tétées. D'accord. Et que faire quand le bébé tétouille? Alors, le conseil que je peux vous apporter quand le bébé tétouille, c'est vraiment de l'enlever du sein. Donc c'est inutile de le laisser car ça va abîmer votre sein plus qu'autre chose. Ça va justement former des crevasses ou toute autre sorte De désagrément. Voilà. D'accord. Donc vraiment l'enlever du sein. Et est-ce que l'allaitement va déformer mes seins? Alors en soi, c'est pas l'allaitement qui va déformer vraiment vos seins, c'est vraiment la grossesse en elle-même. Donc bien sûr, les seins vont changer d'aspect, donc au niveau de la forme, de la couleur, du mamelon, de la taille. Mais ça, c'est tout en rapport avec la grossesse. Et tant qu'on on met un soutien-gorge 24 heures sur 24, il n'y a pas de raison que l'allaitement soit responsable d'une déformation du sein. D'accord. Et lorsque je vais reprendre le travail, est-ce que je vais devoir passer au biberon ou est-ce qu'il y a un moyen pour que je continue d'allaiter? Alors, pour continuer à donner son lait alors qu'on reprend le travail, il y a vraiment la solution miracle, c'est le tire-lait. Donc, vous avez déjà entendu parler du tire-lait? Oui. Alors, le tire-lait, il faut savoir qu'il y en a deux sortes. Donc, il y a le tire-lait électrique et le tire-lait manuel. Donc,
l'avantage du tire-lait électrique, c'est qu'il est à vitesse réglable et ça permet de aussi pouvoir avoir les deux seins en même temps qui donnent du lait. Après, l'avantage du tire-lait manuel, c'est qu'il est plus, on peut plus le transporter un peu partout, quoi. C'est vrai que c'est plus adapté aux situations d'être au travail. Alors, il faut savoir qu'il y a des règles quand même à respecter au niveau du tire-lait. Donc, ça va être au niveau de la conservation du lait. Donc, on va conserver le lait une fois tiré 3 heures à température ambiante, 3 jours au réfrigérateur et 3 mois au congélateur. Donc, la règle des 3. C'est facile à sortir. Alors, sinon, vous avez d'autres questions Non, tout a été clair. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis, il vaut mieux poser les questions et partir sur un bon allaitement plutôt que rester dans le flou. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à vous. Oui, merci de m'avoir permis de rester. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, ça s'est bien passé? Ah oui, très bien, elle est vraiment très gentille cette petite dame. Est-ce que vous avez d'autres renseignements Oui, j'ai vu dans la chambre de la personne qu'il y avait du Doliprane et de l'ibuprofène. C'est pas interdit les médicaments pendant l'allaitement? Alors, certains médicaments, des antidouleurs vont être contre-indiqués pendant l'allaitement, mais il reste tout de même une large gamme de médicaments que l'on peut prendre pendant l'allaitement et du coup, on va vraiment pouvoir soulager au mieux les patientes, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Et à un moment, vous avez parlé plusieurs fois d'ailleurs de crevasses. Comment est-ce qu'on peut éviter qu'elles se forment? Alors les crevasses, c'est des sortes de petites lésions au niveau du mamelon. Donc ça rend vraiment l'allaitement douloureux. C'est vraiment ce sur quoi on axe notre allaitement, notre bonne pratique de l'allaitement pour les éviter. Donc pour éviter ces crevasses, on va adopter 4 règles d'or. Donc ça va être tout d'abord d'avoir le ventre du bébé contre notre ventre. Donc vraiment côte-côte, le ventre contre ventre. On va également respecter l'alignement oreilles, épaules et hanches. On va aussi avoir bébé à hauteur du sein. On va vérifier que bébé tête bien le mamelon et l'aréole et pas que le mamelon, donc vraiment avec les lèvres retroussées et c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment surveiller et vraiment vous accompagner sur cela pour bien gérer l'allaitement. Et j'ai entendu parler d'autres complications comme les engorgements. Qu'est-ce que c'est? Alors l'engorgement, c'est quand le sein devient dur, gonflé et douloureux. Donc ça survient souvent à la montée de lait, comme je l'ai expliqué à la patiente. Donc, mais ça peut se faire plus tardivement au cours de l'allaitement. Donc si cela devient trop douloureux, on peut soit soulager les femmes en appliquant du froid ou du chaud. C'est vraiment suivant leur ressenti à elles. Et surtout, le message que l'on veut faire passer, c'est vraiment de consulter, que ce soit une sage-femme ou autre, vraiment consulter. Donc, faut vraiment vous faire aider pour pouvoir poursuivre un bon allaitement et voilà. Très bien, bah, merci pour tout, pour votre réponse et puis votre accueil. Bah, merci à vous, hein. C'était vraiment avec grand plaisir qu'on vous a accueillis ici. Au revoir. Bonne journée. Maintenant, je vais vous présenter les différents accessoires qu'on peut trouver dans la pratique de l'allaitement maternel. Tout d'abord, le soutien-gorge d'allaitement. Il faut privilégier les soutiens-gorge apportant un bon maintien de la poitrine. Il n'y a en soi que le système d'accroche, comme on voit ici.
C'est une sorte de clip ou d'aimant qui permet de détacher le bonnet et de découvrir la poitrine tout en la maintenant afin de pouvoir donner la tétée. Il existe autant de modèles possibles que de femmes, avec ou sans armature, avec différentes formes de bonnets et différentes matières afin que la femme puisse se sentir à l'aise avec sa nouvelle poitrine. Chaque femme souhaitant allaiter doit trouver le soutien-gorge d'allaitement qui lui convient. Il est conseillé généralement de prendre une taille ou deux de bonnet en plus de sa taille habituelle, sa taille avant la grossesse, car les seins au moment de l'allaitement prennent du volume. Ensuite, on a le coussin d'allaitement. Donc il est formé de billes en polyester, comme on peut l'entendre un peu. Ça va permettre, c'est vraiment très malléable et ça permet vraiment de bien caler la maman quand elle tient son bébé en mettant le coussin sous ses bras et également sous son bébé afin d'être dans une position confortable durant toute la tétée. Nous avons également les coussinets d'allaitement. Ils se présentent comme ceci. Ils permettent d'absorber les petits écoulements qui proviennent du mamelon en dehors de la tétée. Donc ils doivent se positionner entre le mamelon et le soutien-gorge. Il en existe différents types, des jetables comme celui-ci ou alors des lavables. Et à ce moment-là, ceux lavables, on doit les laver à une certaine température, 60 degrés, sans assouplissant. Ensuite, nous avons les coques ou les coquilles d'allaitement. Ils sont formés de deux parties. La partie interne percée d'un orifice central dans lequel vient se positionner le mamelon. Donc il y a des différents diamètres pour pouvoir s'adapter à toutes les poitrines. Et ensuite, on a la coque externe percée d'orifices d'aération. Ils peuvent également contenir un bec verseur pour récupérer le lait. Les coques permettent d'éviter le frottement entre le mamelon qui peut être abîmé par une crevasse ou sensible et le vêtement. Donc il se positionne également dans le soutien-gorge. De plus, ici comme nous avons le mamelon qui va être dans la partie centrale et là nous avons le lait recueilli, le mamelon abîmé va pouvoir mieux cicatriser en baignant dans le lait. Les coquilles permettent également de stimuler le mamelon, donc elles sont utilisées en cas d'allaitement maternel difficile avec une montée de lait tardive. Comme vous pouvez le voir, elles sont en plastique, donc du coup ça se nettoie facilement avec du produit vaisselle ou à la vaisselle. Maintenant je vais vous parler des bouts de sein. Ils sont utilisés en cas d'allaitement difficile car ils stimulent plus le bébé, donc ça va lui donner plus envie de téter et donc du coup ça va stimuler la lactation. Ils permettent également au lait de couler plus vite, ce qui permet au bébé de téter avec moins d'efforts, ce qui lui plaît évidemment. Ils permettent également de continuer l'allaitement en cas de crevasse avec moins de douleur pour la maman. Cependant, on ne peut pas les utiliser sur une longue période. Généralement, c'est quelques jours, 2-3 jours, pas plus, ce qui quand même laisse le temps aux mamans de cicatriser. On restreint aussi la période d'utilisation car sur le long terme, le bébé s'habitue à avoir le bout de sein et donc du coup ne voudra plus prendre uniquement le mamelon. Ensuite, maintenant je vais vous montrer comment on l'adapte sur les poitrines. Donc, ils sont par deux. Il faut l'étirer, le positionner et ensuite le laisser reprendre sa forme. Le fait de l'étirer va permettre que ça adhère mieux sur le sein. Un vide va se créer à l'intérieur du bout de sein au moment de la succion du bébé. Donc du coup ça va permettre d'étirer le mamelon et donc du coup de plus le stimuler. Il est également important de faire attention à ce que le bébé prenne bien en bouche la partie de l'aréole en dessous du bout inférieur du bout de sein. Il faut qu'il ait quand même une bonne prise en bouche. Pour terminer, je vais vous parler du tire-lait. Il permet le recueil du lait pour un usage immédiat ou non. Il est particulièrement pratique lorsqu'on veut reprendre une activité professionnelle et continuer d'allaiter son enfant. Le lait maternel se conserve 3 mois au congélateur, 3 jours au réfrigérateur et 3 heures à température ambiante. On appelle ça la règle des 3. Je vais vous donner quelques conseils pour l'utilisation. Principalement, il faut évidemment prendre une tétrelle, donc c'est l'embout ici, adapté à la taille de son mamelon. Il faut l'humidifier sur le bord pour permettre une meilleure étanchéité lorsque l'on vient le positionner sur le mamelon. Évidemment, l'aréole ne doit pas être
tirer dans l'embout, qui est la partie plus étroite que l'on trouve ici. Il existe des tétrelles également qui sont plus souples, celles-ci elles sont plutôt rigides, et il en existe des souples qui permettent d'être plus adaptés à la poitrine. Il existe donc différents modèles de tire-lait. On a les tire-lait automatiques, les tire-lait manuels. Il peut également y avoir des tire-lait à double pompage, c'est-à-dire qu'on peut tirer du lait de ses deux seins en même temps. Je vais d'abord vous parler des tire-lait manuels. Les tire-lait manuels, ils sont moins onéreux, ils sont plus faciles à transporter, ce qui peut être pratique quand on veut tirer son lait de façon rapide et un peu partout. Certains modèles peuvent même être manipulés d'une seule main, ce qui permet d'avoir d'un côté le sein qui est stimulé par le tire-lait et de l'autre côté la tétée avec son enfant. Mais par contre pour les tire-lait manuels, il faut absolument éviter ceux avec une poire en caoutchouc car ils créent des crevasses. Ensuite on a les tire-lait automatiques. Certes ils sont plus chers, mais pour une utilisation sur le long terme ils sont mieux. Ils ont peut-être une utilisation contraignante, mais maintenant on se renouvelle un peu et on fait des modèles qui sont plus faciles à transporter, des modèles portables. Et ils sont également à vitesse réglable, ce qui est pratique. Donc après les tire-lait, on les loue en pharmacie, donc il nous faut une ordonnance de votre sage-femme. Et on peut également essayer les différentes tailles de tétrelles, ce qui permet d'avoir la bonne taille adaptée à sa poitrine. Mais Manon, quand les femmes ne souhaitent pas donner le sein, comment peut-on faire? Très bonne question Sabine. En effet, lorsque la maman ne veut pas allaiter, on peut tout simplement lui donner un biberon. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer un biberon. Venez. Donc, tout d'abord, il faut avoir un plan de travail propre et bien sûr des mains propres. Ensuite, donc, on va préparer le biberon en prenant de l'eau. Donc l'eau, comment la choisir? Soit on utilise de l'eau en bouteille. Donc l'eau en bouteille surtout, il faut faire attention car il faut ce petit logo. Ça permet de prouver que l'eau est bonne pour votre bébé. Ou alors on peut utiliser l'eau du robinet. Mais attention, pour l'eau du robinet, il faut demander soit à la mairie, soit à la sage-femme. Elle devrait être au courant. Ensuite, quand vous avez mis de l'eau dans votre biberon, il suffit juste à le chauffer, soit avec un chauffe-biberon, ou alors dans un bain-marie, ou tout simplement le laisser à température ambiante, mais surtout pas au micro-ondes. Ensuite, quand votre biberon est à bonne température, on peut introduire la poudre de lait. Donc, une dosette rasse, comme ceci, et pour 30 ml d'eau. Donc, par exemple, ici j'ai 90 ml, donc je vais mettre 3 dosettes. Hop. Comme ceci. Ensuite, je referme pour mélanger et bien homogénéiser l'eau. Et on frotte les mains comme si vous voulez faire un petit feu de bois. Et quand c'est bien homogénéisé, votre biberon est presque prêt. Il faut seulement regarder la bonne température en mettant un peu de lait sur votre poignet. Et c'est bon, vous pouvez servir le lait à votre bébé. Pour vous aider à savoir combien a besoin votre bébé, on retrouve des petits tableaux comme ceci sur internet ou sur le dos des boîtes de poudre. Donc, pour un mois, votre bébé par exemple prendra 90 ml d'eau, donc 3 cuillères de lait en poudre, et ceci 6 à 8 fois dans une journée. Après, ça augmente au fur et à mesure, et ça dépend totalement de votre bébé. Mais quel lait choisir? Différentes marques de lait vous sont proposées. Après, essayez pour commencer une marque de lait classique, et cela sera peut-être complètement adapté à votre bébé. Ensuite, plusieurs molécules changent en fonction des laits, comme par exemple la caséine et le lactose. Donc, la caséine est utile car ça empêche les régurgitations et ça donne aussi des selles dures. Donc, par exemple, si votre bébé régurgite beaucoup ou alors s'il a la diarrhée, vous pouvez lui donner avec un supplément de caséine. Au contraire, on retrouve aussi la molécule de sucre, le lactose. Donc, le sucre donne des selles liquides.
Donc si votre bébé est constipé, vous pouvez donner un peu plus de lactose, mais attention car le lactose peut donner beaucoup de maux de ventre. Sur le marché, on retrouve plusieurs sortes de biberons. On retrouve par exemple un biberon en verre ou un biberon en plastique. Chacun ont leur avantage et chacun ont leur inconvénient. Pour celui en plastique, il est plutôt incassable, il est léger et il est facile à tenir en main car il est plus souple que celui en verre. Par contre, le biberon en plastique, il a tendance à se rayer et devenir opaque au fur et à mesure des lavages. Surtout, si vous prenez un biberon en plastique, il ne faut surtout pas qu'il y ait du bisphénol A à l'intérieur car c'est un composant organique qui est néfaste pour votre bébé. L'avantage du biberon en verre, c'est que c'est comme un thermos, il garde une bonne température pendant un temps suffisant. Et au fur et à mesure des lavages, celui-ci va rester translucide. Par contre, comme inconvénient, c'est que forcément il est en verre et dès que votre bébé va vouloir gambader partout avec son biberon, ça va devenir un peu dangereux. Donc, des petites housses en silicone sont disponibles qu'on met autour et ça permet d'être anti-choc. Également, le deuxième inconvénient qu'on retrouve, c'est que le biberon en verre est plus lourd que le biberon en plastique. Mais après, au fur et à mesure du temps, votre bébé aura plus de force et ce sera plus trop un inconvénient. Et aussi, également sur le marché, les biberons en verre sont plus chers. Et on retrouve également des petits biberons avec une poignée qui permettraient un meilleur maintien pour votre bébé. Par rapport à vos tétines, plusieurs tétines sont disponibles sur le marché également. On retrouve surtout deux sortes de tétines, les tétines en caoutchouc et les tétines en silicone. Donc les tétines en silicone sont certes plus chères, mais elles durent plus longtemps et surtout elles sont plus agréables au contact et elles n'ont pas d'odeur, ce qui pourrait embêter votre bébé. Bon, et surtout qu'en fait les tétines en caoutchouc s'abîment très vite au lavage. Donc au final, rapport qualité-prix, ce n'est pas trop ça. Ensuite, on retrouve des tétines à plusieurs vitesses. Donc, comme ceci. On retrouve par exemple sur cette tétine une vitesse 1, 2 et 3 ou directement des tétines vitesse 3. Donc la vitesse est importante car si le débit est trop lent, l'enfant va s'essouffler et s'épuiser avant d'avoir eu sa ration alimentaire. Alors que si le débit est trop rapide, l'enfant s'étranglera et s'énervera. Et il existe également des tétines pour limiter l'absorption de gaz et donc de régurgitation, se rapprochant plus de la succion du mamelon. Et enfin, il faut changer de tétine environ tous les 2 mois. Et maintenant, direction la maternité Hippocampe. Bonjour Manon. Alors me voici bien arrivée à la maternité Hippocampe. Alors on va aller rencontrer l'auxiliaire de puéricultrice Anne-Lise et puis on va voir la maman avec. Vous venez ? Bonjour Anne-Lise. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, donc je suis la reporter qui vient ici pour y connaître un peu plus sur l'allaitement. Mais vous tombez très très bien ici, je suis actuellement en compagnie de Madame Fournier. Bonjour madame. Donc elle a accouché il y a 3 jours et elle pratique, elle donne le biberon à son enfant. D'accord. Donc voilà. Alors j'ai une petite question à vous poser justement par rapport à l'allaitement artificiel. Pourquoi vous avez choisi ce mode d'allaitement ? Alors c'est pour une question de pratique, aussi de pudeur. J'ai pas tellement envie de montrer ma poitrine en public. Oui, c'est compréhensible. Voilà. Oui. Pour la quantité, comme ça je sais exactement ce que je donne à mon enfant. Et puis ça permet aussi de faire participer mon mari. D'accord. Comme ça le papa est content. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment important pour lui, pour intégrer vraiment... Il est très demandeur. Ah bah oui, je me doute. Voici votre bébé, Merci. tout votre frappe. Et à l'hôpital, on utilise des biberons déjà préparés. Et du coup, à la maison, comment je vais faire, avec quelle eau je vais l'utiliser? Est-ce que je dois stériliser les biberons? Alors l'eau, généralement, il faut prendre de l'eau en bouteille, donc de l'eau de source ou de l'eau minérale. Vous verrez sur les bouteilles, souvent il y a un logo qui représente un bébé qui prend un biberon. Et ce petit logo-là, ça veut dire que l'eau peut être utilisée pour préparer les biberons. Donc voilà. Après, on peut éventuellement utiliser l'eau du robinet, mais il faut vraiment se renseigner. D'accord. Après, pour ce qui est de la stérilisation, c'est plus recommandé actuellement. Il suffit juste de laver le biberon avec un goupillon au liquide vaisselle ou alors de le passer directement à la vaisselle.
D'accord. Vous savez ce que c'est un goupillon? Oui, oui, oui. Vous en avez acheté. Parfait. Et pour chauffer le biberon, comment ça marche? Alors, on n'est pas forcément obligé de faire chauffer le biberon. Le bébé peut le prendre à température ambiante. Ça va aussi, mais des fois, il y a certains bébés qui peuvent préférer un biberon chaud. Donc à ce moment-là, pour le faire chauffer, il faut faire chauffer au bain-marie ou alors dans un chauffe-biberon, mais jamais au micro. J'insiste bien sur ça, vraiment jamais au micro. Et pour son estomac, il n'y a pas de problème que ce soit froid? Non, c'est pas froid. Vous savez, en température ambiante, c'est quand même à 20 degrés, peut-être un peu plus parfois, donc c'est pas froid. Et quels sont les différents laits que je peux utiliser pour mon bébé? Alors, ils font différentes gammes de lait en fonction de l'âge du bébé. Donc, vous allez commencer avec un lait premier âge ou alors un lait maternisé. C'est une façon différente de l'appeler, mais c'est la même chose. Donc ça s'utilise de la naissance jusqu'à 4 à 6 mois au moment de la diversification. En fait, où vous allez commencer à lui donner des aliments. C'est ce qu'on donne à la maternité? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc il y a aussi les laits deuxième âge ou les laits de suite qu'on donne du moment de la diversification jusqu'à 1 an. Et ensuite, on a les laits de croissance jusqu'à ces 3 ans. Après, ces préparations lactées, elles sont faites à partir de lait de vache qui est modifié pour répondre à tous les besoins du bébé. Donc ça veut dire que je peux donner aussi du lait de vache à mon enfant? Non, le lait de vache, c'est pas conseillé, il contient pas tous les nutriments nécessaires au bébé pour sa croissance. Après, si vraiment il vous arrive de lui en donner, c'est mieux après c'est 1 an quand même, et privilégier le lait de vache, le lait entier. Et ma mère m'a dit que j'allais avoir la montée de lait et que ça allait faire très mal. Comment je peux l'éviter? Alors la poitrine se prépare pendant toute la grossesse, c'est pas uniquement au moment de l'accouchement à l'allaitement. Donc on ne peut pas vraiment arrêter la montée de lait, elle arrivera et on ne peut rien y faire. Cependant on a des moyens pour vous soulager la poitrine, comme de l'homéopathie, des cataplasmes de fromage blanc, des feuilles de chou verte fraîches qui sortent du frigo. Il y a aussi de l'eau chaude, de l'eau froide que vous passez en jet sur votre poitrine au moment de la douche. Je peux aussi vous proposer il paraît que c'est pas mal, des sachets de petits pois. Ça épouse bien la forme de la poitrine. Après, évidemment, il ne faut pas stimuler la poitrine, il ne faut pas stimuler le mamelon et l'aréole, afin que la production d'hormones de la lactation s'arrête. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que votre bébé a faim là? Oui, ça fait quelques heures qu'il n'a pas mangé. Donc je vais vous donner un petit biberon. Et voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, ça ira, merci. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions, cette petite... Ah oui, oui, c'était très enrichissant, vraiment. Vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Alors, moi, je me posais la question, j'ai vu qu'au niveau de l'allaitement maternel, on donnait en supplémentation des vitamines. Est-ce que c'est aussi le cas lors d'un allaitement artificiel au biberon, comme là on vient de voir? Oui, il faut également donner de la vitamine K, donc pareil, exactement comme pour l'allaitement maternel, donc à la naissance, au moment de la sortie. Et après, pour ce qui est de la vitamine D, les laits sont déjà enrichis en vitamine D. Donc on en donne quand même tous les jours, mais on en donne moins. D'accord, très bien. C'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup appris. Tant mieux, c'est parfait. Et j'ai un dernier petit mot vraiment très important. Il ne faut pas culpabiliser les mamans qui choisissent de donner le biberon à leur bébé. C'est vraiment très important. De toute façon, maintenant, c'est tellement réglementé que ils sont faits pour coller au mieux au lait maternel. Et c'est très très important de dire aux mamans qu'elles ont le droit de donner le biberon. C'est leur choix. Et oui, bien sûr. Merci pour votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour C'est pas le laitier.
Mais Non, ça fait pas. alors ça c'est une bonne question. Je vous avoue que Si on dépasse les 45 minutes, est-ce qu'on a été une tétée. Ça fait beaucoup. Pardon, c'est pas 12 heures, c'est... Attends, je sais plus la question. Donc là vous voyez, il a la bouche grande ouverte. Il prend bien le mamelon et l'aréole. Ballon de rugby. Ballon de rugby, d'accord. Je l'ai déjà mis. Mais oui, tu l'as déjà dit, mais tu sais, ça. À l'écoute. Donc, mais aussi on peut l'entendre au niveau du son. Entendre un. Mais vraiment. Non, entendre un mouvement de nez. Il faut vraiment pas entendre le. Elle est plus... Belgique vont être alors ça, Ok, d'accord, je vois qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le micro cette fois. avoir une large gamme de. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte. maternelle, je n'ai pas le début. Désolée. Quelles sont les protéines... Non, c'est... on recommence. Mais quelles sont les deux protéines... Pendant le... Il y a deux protéines... Enfin... C'est un bébé en... C'est un bébé en verre. Le temps que mes deux acolytes arrivent à bonne destination... Permettent également... Cette fois, c'est la bonne. Du téton. Non, si, on dit pas téton. Parler du tire-lait. Il permet de... Nos deux reporters de chèque, Sabine De chèque.